Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle année. Donc, bonne année à toutes et tous. Et pour ce nouveau format de mini-session de 30 minutes que nous vous proposons avec Patients en réseau. Donc, cette semaine, nous aborderons différentes thématiques sur la radiothérapie, car en France, à peu près 200 000 patients sont traités par an par radiothérapie. Donc, nous vous proposons donc des sessions par indication, mais aussi cette première session sur des conseils pour mieux gérer les effets, car bien que la radiothérapie soit globalement bien tolérée, en effet, en irradiant une tumeur, on ne peut pas éviter d'irradier totalement les tissus environnants. Et je lisais justement sur le site de l'INCa que les cellules saines sont capables de se régénérer à l'inverse des cellules de la tumeur, d'où les indications de la radiothérapie, et que cette altération donc, peut entraîner ce qu'on appelle des effets secondaires qui peuvent être à la fois pénibles, douloureux, invalidants, et justement, certains conseils que nous allons avoir grâce à Madame Fromentin aujourd'hui vont permettre de diminuer, limiter et soulager ces effets. Donc, Madame Fromentin, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes infirmière à l'Institut Curie en unité de recherche plaies et cicatrisation. Un grand merci de commencer avec nous cette année et de commencer ces sessions. Avant de vous laisser la parole, Madame Fromentin, et de la laisser aussi, alors, je fais quelques rappels techniques pour les gens qui ne connaissent pas encore le système de la plateforme. Donc, cette plateforme, vous avez deux onglets. Un onglet chat où vous pouvez dire bonjour, coucou, etc. où nous allons mettre des liens utiles. Et un onglet questions où vous pouvez poser vos questions que Laure et moi remonterons à Madame Fromentin. Bien évidemment, je vous rappelle que cette webconférence n'a pas vocation à être de la téléconsultation et que par conséquent, nous ne prendrons en compte que les questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, rapprochez-vous de votre équipe soignante qui, elle, est apte à y répondre. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Laure, je crois que tu voulais dire un mot. Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, effectivement, très très bonne année. On est ravis de démarrer en fait avec cette session, cette série de webconférences sur les radiothérapies. Finalement, ce sont des traitements extrêmement souvent donc proposés aux patients touchés par des cancers, que ce soit pour une tumeur localisée ou une maladie métastatique. Et pourtant, finalement, on connaît moins de choses. Il y a beaucoup de questions. On a souvent moins de support d'information. Et parfois, les informations qu'on peut lire peuvent être un peu discordantes. Donc, dans nos différents rendez-vous, vous pourrez avoir des réponses précises en fonction des organes pour lesquels vous êtes soigné, un cancer du sein, un cancer gynécologique, un cancer colorectal, un cancer du poumon, donc des métastases à divers endroits. Mais on va s'intéresser donc maintenant avec Isabelle Fromentin, finalement, à ce qui nous fait aussi peur, c'est comment on va réagir, est-ce qu'on va avoir des effets indésirables, qu'est-ce qu'on va ressentir, comment se préparer à la radiothérapie, comment prendre soin de soi pendant les traitements et éventuellement, qu'est-ce qu'on doit attendre dans les suites un petit peu plus tardives. On va vous laisser vous présenter donc ces informations et on vous retrouve après les slides pour un temps de questions-réponses. Donc bonjour à tous, j'ai fait quelques diapos pour servir de support et surtout bien fixer les choses. Donc moi je vais essayer de vous parler un petit peu de tous ces conseils hein, quand vous arrivez en radiothérapie, comment finalement s'y préparer, parce que c'est là où vous pouvez agir. Après, si jamais vous avez ce qu'on appelle une radiodermite, on en parlera tout à l'heure, ben, ça va davantage être aux équipes soignantes de venir vous conseiller. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, j'avais envie quand même de rappeler un peu ce qu'était la peau. Parce que la peau, on la considère trop souvent comme une enveloppe, juste qui nous protège. Dire que c'est bien plus que ça, parce que c'est un organe, et le plus grand des organes du corps humain, qui est très extensible. C'est pour ça que je vous ai mis, il est étonnant cet organe, je vous ai mis la photo d'une femme enceinte, parce que ça illustre bien
ce caractère extensible de la peau et qui est assez extraordinaire. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai eu des vergetures, mais il y en a certains qui n'ont rien eu. Et ça montre une autre propriété, c'est que la peau, on a chacun la sienne, hein, qu'on va entretenir, mais qui a ses propres fragilités, qui va réagir selon nous et selon qui on est et le type de peau qui nous recouvre, hein. Donc, évidemment, c'est variable. Et c'est aussi, la peau, elle est variable selon les sites. Il y a des endroits où elle va être plus épaisse, plus fine. Tout ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on va le voir, ça va expliquer après des fragilités sur certaines zones qu'on ne va pas retrouver sur l'autre. Et aussi, une grande méfiance, parce que ça, on entend, j'ai pris la crème, j'ai pris cette crème et je me la suis appliquée de moi-même parce que ma voisine m'a dit que, ou une amie m'a dit que. Bah, oui, bien sûr, il y a des règles générales, mais il faut se méfier parce qu'il y a une grande variabilité entre les personnes. Rappelez aussi une évidence, c'est que vous allez mieux, votre peau va mieux résister au traitement si vous arrivez avec une peau saine et bien entretenue. C'est-à-dire que bien avant, quand vous savez que vous allez avoir un traitement, et de nombreux traitements vont assécher la peau ou quelquefois l'abîmer, il faut mieux arriver avec une peau qui est hydratée tous les jours, qui est lavée avec des savons qui ne sont pas trop corrosifs, parce qu'on a beaucoup de savons, maintenant on aime beaucoup les parfums, mais à chaque fois qu'il y a du parfum, il y a de l'alcool, et l'alcool, ça assèche. Donc, arriver avec une peau en bonne santé. Et puis, dès le départ, ancrer 4 notions clés pour aborder la radiothérapie. C'est que le soleil, c'est un ami, ça nous fait à tous du bien d'être au soleil, hein, mais par contre, c'est vraiment à fréquenter couvert, hein. Donc ça, on le sait dans la vie générale pour la prévention de certaines tumeurs, hein, comme je suis un peu perturbée quelquefois par le chat où je vois les choses passer. On le sait par exemple pour le mélanome, mais quoi qu'il en soit, quand on est en cours de rayon ou après les rayons, il va vraiment falloir se protéger du soleil et je le réévoquerai tout à l'heure. La transpiration, ça c'est quelque chose qui est moins évident, auquel on pense moins, mais alors vraiment c'est un ennemi absolu. Si vous transpirez sur une zone qui est en cours de traitement, ça va rendre la peau humide et une humidité pendant les rayons ou après, ça va faire un effet bolus et votre peau va plus s'abîmer sur le site de zone humide. Donc, on en reparlera aussi. Les initiatives personnelles. Alors, c'est très bien les initiatives personnelles, hein, mais vraiment, 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 pendant la radiothérapie, parlez-en à l'équipe soignante avant de prendre des initiatives. Le plus classique, hein, c'est vraiment la crème, hein, vous le verrez, j'en parlerai tout à l'heure. Une crème, ça se met après les rayons, pas avant les rayons. Alors, je peux bien entendre et je comprends tout à fait que ça puisse apaiser, mais l'ennui, c'est qu'il y a quelquefois des patients qui se mettent de la crème avant les séances, qui ne nous le disent pas, parce qu'une crème, on se dit, se mettre une crème sur la peau, ça paraît complètement anodin, et ça va graisser la peau, augmenter l'effet bolus, et la radiodermite, la rougeur, va apparaître plus rapidement, et nous, on ne va pas bien comprendre pourquoi, et c'est tout simplement parce que, voilà, pour ce patient-là, il lui est paru naturel de mettre une crème avant les rayons. Bien souvent, il est dit de ne pas en mettre, mais ça arrive. Et puis les vêtements, la zone irradiée, elle va être fragilisée, elle va être quelque part agressée par la radiothérapie. Donc, comme toute zone fragilisée, c'est du confort, du coton si c'est possible, plutôt des vêtements amples. Enfin, éviter tout ce qui est frottement et cisaillement sur une zone traitée. Là, je voulais rappeler quelques fonctions de la peau qui, là encore, expliquent beaucoup de choses. La peau, c'est un organe, j'ai dit, et c'est un organe assez merveilleux qui va réagir, hein, notamment à tous les stress de la vie. Et on le voit hein, avec la transpiration qui va nous servir à nous réguler s'il fait trop chaud, les boutons chez quelqu'un qui va passer un examen et qui va être stressé,
C'est un organe qui va vieillir avec nous, et la peau d'une personne âgée, on le sait tous, n'a pas la même texture que la peau d'un bébé ou d'un enfant, ou même d'un adulte qui n'est pas encore vieillissant. Donc, vous voyez que c'est un organe qui vit avec nous. Il peut s'assécher. Souvent, pendant les traitements, il s'assèche. Et là encore, pour des personnes qui ont eu de la chimiothérapie et qui arrivent après en radiothérapie, c'est souvent des gens qui arrivent déjà avec une peau très asséchée, parce que la plupart des traitements assèchent cette peau. Donc, il va falloir les hydrater encore plus que normalement. Donc, si avant d'être traité, vous n'aviez pas l'habitude de l'hydratation cutanée, ben c'est quelque chose, l'hydratation cutanée, qui va vous accompagner tout au long des traitements, et il va falloir faire encore plus que normalement. La peau, elle s'adapte, et ça, c'est la bonne nouvelle. On le voit, hein, si ça frotte à un endroit, vous allez développer de la corne au fur et à mesure. Si vous prenez le soleil, vous allez bronzer, et si vous n'avez pas de capacité à bronzer, eh ben, c'est une limite, et d'ailleurs, vous allez être plus facilement agressé par le soleil. Et puis, la peau, c'est aussi un organe sensoriel, et on le voit évidemment avec le toucher. La bonne nouvelle, et c'est ce à quoi je voulais arriver, c'est ne pas oublier que la peau, elle se répare physiologiquement. Et quand on a une lésion superficielle, ce qui va être le cas dans la radiothérapie, ça atteint vraiment les couches superficielles de la peau, et bien naturellement, après les traitements, cette peau va se réparer. C'est la cicatrisation. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de lésion pendant les rayons? Alors, généralement, c'est plutôt en fin de traitement, mais évidemment, ça dépend du type de traitement, du site d'irradiation, du fractionnement également. Donc, il y a des patients qui vont aller jusqu'à la fin des rayons sans modification. La radiodermite n'est pas quelque chose de systématique. La plupart du temps, ce qu'on observe, c'est un grade 1, c'est-à-dire un érythème vraiment à l'endroit de la zone traitée. Hein. Ça ne dépasse pas des bords. Si vous avez un érythème qui va dépasser du champ de traitement, ben c'est signe que c'est peut-être une allergie, c'est peut-être un autre problème, mais la radiodermite, c'est vraiment au contour de là où vous êtes traité. Pour vous, comme ce gradin peut être léger, je vais revenir sur ma première diapo. Et là, j'ai zoomé au niveau entre les deux seins d'une patiente, et vous voyez bien que la partie droite est plus foncée et rosée que la partie gauche. Ça, c'est vraiment une radiodermite de grade 1. Le grade 2, ben, vous avez toujours cet érythème, mais qui peut être un peu plus intense, et il peut avoir des desquamations, surtout au niveau des plis cutanés. Donc, par exemple, au niveau des seins, ça va être le sillon sous-mammaire. Et je vous ai parlé tout à l'heure de transpiration. Là, je vous parle de plis cutanés. Évidemment, toutes les irradiations au niveau du périnée, par exemple, ou les irradiations du canal anal vont être plus soumises à l'apparition de ce type de radiodermite. Et puis, il y a les grades 3. C'est la desquamation, hein, donc la peau qui s'enlève, la peau superficielle qui s'enlève. Et donc, quand une peau part, ben, c'est sointant, hein, parce qu'on est quand même des êtres composés majoritairement d'eau. Hein, donc, quand il y a une effraction cutanée, c'est normal que ça coule. Alors, vous allez me dire, ben non, quand on se blesse, il y a une croûte. Ben, s'il y a une croûte, c'est que c'est des écoulements qui ont séché. D'accord ? Donc, normalement, une desquamation, ça sointe. Et là, au grade 3, c'est une desquamation sointante qui va au-delà des plis. Alors, on va avoir ça sur des sites particuliers ou lorsqu'il y a des associations radiochimio, puisque la plupart des chimiothérapies vont majorer la toxicité cutanée. Il y a aussi des sites, et je reviens sur les sites très humides, où on va avoir plus d'apparitions de radiodermite de grade 3. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas systématique, hein, et ça dépend d'une personne, c'est variable d'une personne à l'autre et du type de traitement. On reste, quoi qu'il en soit, dans quelque chose de superficiel. Donc le but
pour nous, soignants, c'est de vous accompagner, si ça vous arrive, pour une cicatrisation, ce qu'on appelle ad intégrum, c'est-à-dire complète, qui ne laissera pas de cicatrice. Et puis, on tient cette distinction entre radiodermite et brûlure. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Les brûlures, il y en a tout un tas. Elles ont une classification propre qui n'est pas celle des radiodermites. Donc ça, c'est une première raison. Ce n'est pas la même chose. La deuxième, c'est aussi symbolique. C'est quelquefois, malheureusement, on accueille des patients qui disent moi, je suis hésitante ou je ne veux pas aller au rayon parce que j'ai peur d'être brûlée. Et c'est bien dommage de s'empêcher d'un traitement si efficace et qui maintenant s'est quand même beaucoup amélioré. Moi, ça fait 30 ans, pour tout vous dire, que je travaille à l'Institut Curie. Donc évidemment, il y a beaucoup de traitements qui sont améliorés, notamment la radiothérapie. Et l'amélioration des techniques de radiothérapie a permis de voir beaucoup moins de radiodermites qu'il y en avait il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc, il ne faut pas rester là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de patients qui vont avoir des grades 0 ou des grades 1. Et puis, pour les autres, et évidemment, c'est pas drôle et en plus, ça arrive souvent en fin de traitement et en fin de traitement, on n'a pas envie de ça en plus. Et comme c'est superficiel et que c'est un organe de sensation, comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment, c'est douloureux. Donc, vraiment, la radiodermite, ce n'est pas une bonne nouvelle et ça peut vraiment, vraiment embêter les patients. Pour autant, ça cicatrise et bien pris en charge assez rapidement, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des zones plus fragiles et qui, c'est vrai, vont nous embêter, où il y a non seulement la peau, mais aussi des muqueuses, donc le périnée, le canal anal, aussi la sphère ORL, quand il y a des rayons qui tournent, la tomo, généralement, il y a la peau qui va prendre. Pour ceux qui ont des associations radio-chimio, ça va être encore un peu plus pénible. Il y a tous les petits plis cutanés au niveau du cou. Et puis, très vite, il y a la bouche aussi. Donc là, on a l'association peau et muqueuse qui rend les choses très désagréables. Donc, il faut mettre en place des soins préventifs. Et vraiment, vraiment, il faut en parler avec l'équipe soignante pour qu'elle vous aide à les mettre en place. Donc, il y a le radiothérapeute, mais il y a aussi les manips qui sont extrêmement efficaces, extrêmement présentes et maintenant extrêmement bien sensibilisées à ces problèmes de radiodermite. Et puis après, il y a tous les professionnels qui comme moi, gravitent autour de ces services de radiothérapie, infirmières ou autres, et qui sont là pour vous aider à ces moments-là. Donc, en gros, en prévention, qu'est-ce qu'on va proposer? Alors, vraiment, il y a des soins d'hygiène qui sont très importants. Donc, évidemment, on l'a dit, il faut éviter le soleil. Et il va falloir se laver, et là, j'insiste, avec de l'eau et des savons non parfumés, qui risquent sinon encore d'aggraver les choses en asséchant votre peau. Alors, très souvent, on voit écrit savon de Marseille. Alors, j'ai rien du tout contre le savon de Marseille, qui est un très bon savon, mais le savon de Marseille n'est pas un savon avec un pH neutre. Et on va préférer des savons le plus neutre possible, qui soient achetés en pharmacie ou en grande surface d'ailleurs. Si vous avez transpiré, parce que, je ne sais pas, vous êtes allé faire des grosses courses, vous avez couru, il fait très chaud, il va vraiment falloir éviter cet excès d'humidité dont j'ai parlé plusieurs fois, et donc juste vous relaver à l'eau et sécher. Et quand on sèche, c'est vraiment par tamponnement avec une serviette douce. Et pour les personnes qui ont des radiodermites, une sensibilité et qui sont irradiées sur le périnée ou autre, on va leur conseiller de sécher avec un sèche-cheveux sur position froide. Alors, toujours que sur position froide, parce que dès que la peau est abîmée, les sensations vont changer dans un sens ou dans l'autre. Et il ne faut pas, évidemment, qu'en mettant sur un mode normal et chaud, vous vous brûliez davantage.
Donc, on reste vraiment tout le temps sur la position froide. Et ça, c'est un peu particulier. On va voir sur toutes les zones où il y a des muqueuses, on va conseiller des petites toilettes avec du bicarbonate. Et ça, c'est le radiothérapeute peut vous faire une prescription. Sinon, je pense que ça s'achète librement en ville. Mais comme vous allez consulter au décours d'une radiothérapie, il n'y a pas de problème pour avoir une ordonnance avec ce type de produit. Il faut s'hydrater la peau, mais uniquement le soir après la séance de radiothérapie pour éviter tous les risques d'effet bolus. Donc l'effet bolus, c'est vraiment quand vous avez du gras ou l'humidité qui reste sur la peau et qui va augmenter la toxicité de la radiothérapie en superficie. Donc, c'est pour ça qu'on évite tout ce qui est occlusif, c'est-à-dire les vaselines, les col-cream, parce que vous en avez fait tous l'expérience. Si vous mettez de la vaseline, vous passez de l'eau après sur votre peau, elle va glisser dessus, hein, ça a un effet imperméabilisant, d'accord? Donc, il y a des résidus gras dans ce cas qui restent dans votre peau, même si vous avez nettoyé plusieurs fois, et là, vous allez avoir un effet bolus. Donc, on va préférer ce qu'on appelle les émollients, les hydratants, d'accord, que vous allez mettre le soir, ça va vous faire du bien, ça va soulager, ça va réparer un petit peu votre peau, ça va la lisser, ça va l'assouplir. Et le matin, vous prenez une douche avec l'eau et le savon non parfumé, vous séchez bien et vous arrivez avec une peau saine et sans résidus gras pour votre séance de radiothérapie. Évidemment, si c'est sur une zone qui est exposée au soleil, et là je pense aux patients qui sont irradiés au niveau de la tête et du cou, on ne peut pas se balader toujours avec une écharpe ou une cagoule, hein. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser des protecteurs solaires, haute protection, si vous avez le moindre risque d'être exposé au soleil, même s'il fait gris, même s'il fait mauvais temps, même s'il neige, hein, parce qu'il y a quand même des UV qui passent à ce moment-là. Et de toute manière, cette crème, elle va être à garder dans votre sac après. Alors nous, on dit pendant 1 an, ça peut être un peu moins, mais on préfère sortir toutes les précautions possibles. Des zones récemment irradiées, on va vraiment demander à ce que les personnes mettent des protecteurs solaires, voire même quand c'est une irradiation sur les seins, et si vous êtes en maillot de bain, alors vous vous êtes fait traiter il y a quelques mois, on va quand même vous demander de mettre des protecteurs solaires et si possible de mettre un t-shirt pour vraiment éviter que cette zone-là soit exposée au soleil. Il y a d'autres produits. Alors, il n'y a aucun produit qui va être actif réellement sur la prévention ou le traitement de la radiodermite. On va essayer au fond de réduire les risques, que la peau soit en bonne santé, ne pas transpirer, ne pas s'exposer au soleil, mais on n'a pas de produit actif. Donc le fait de s'hydrater là comme ça après les rayons, c'est d'ailleurs les recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Mais on peut aussi vous aider à réguler l'humidité. Si, je pense aux femmes qui ont une forte poitrine, au niveau du sillon sous mammaire, quoi qu'on fasse, on va transpirer. Alors pour éviter l'excès de transpiration, on peut mettre des petites compresses pour absorber, et quand la transpiration est trop importante, on peut vous prescrire des compresses toutes douces qui vont absorber encore davantage de manière à éviter cette transpiration qui va qui risque d'aggraver les radiodermites. On a aussi des petites mousses qui tiennent non pas par l'adhésif, parce qu'une peau irradiée, j'ai mis une croix sur la case en dessous, il faut éviter tout adhésif sur une peau irradiée. Si vous retirez l'adhésif, vous allez retirer la peau après. Donc, ce qu'on utilise, c'est des petites mousses toutes fines, absorbantes, qui sont siliconées et qui tiennent à la peau avec cette induction de silicone. Ça, c'est des produits qui coûtent relativement cher si vous n'avez pas d'ordonnance, mais qui sont tout à fait pris en charge
par l'assurance maladie si c'est prescrit. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler aux équipes qui vous accompagnent. Pour finir, surtout, pensez, et vous allez dire que j'insiste et que pourtant vous parlez beaucoup, mais il faut solliciter les équipes, que ce soit le radiothérapeute, les manipulatrices ou les infirmières. Si vous êtes gêné par votre radiodermite, ne pas hésiter à demander des antalgiques ou si vous avez une impression que ça s'aggrave. Quelquefois les choses ne se voient pas ou peu visuellement, pour autant vous vous sentez gêné. Et ce qui va être important, c'est ce que ressent la personne et ça doit évidemment faire l'objet d'une discussion et d'une prise en charge. C'est d'autant plus important que si vous avez une radiodermite qui s'aggrave, le radiothérapeute, et seul le radiothérapeute, va avoir deux options, soit poursuivre, soit quelquefois, notamment s'il y a une radiodermite grade 3, il peut opter pour une interruption de traitement pendant une semaine, le temps que ça aille un petit peu mieux. Alors, ce n'est pas systématique parce que ça dépend de ce qui est important pour le traitement de la maladie. Ça dépend où vous en êtes dans votre rayon, dans vos rayons. S'il reste juste quelques séances, ça vaut quelquefois plus le coup de les terminer et qu'on vous répare en ayant le temps de le faire et de bien le faire. Donc, c'est vraiment laissé au choix du radiothérapeute qui a tous les paramètres pour choisir ou non une interruption de traitement. Il y a une certitude, c'est qu'à l'arrêt des traitements, tout ça va s'améliorer assez rapidement avec une cicatrisation elle aussi rapide et ad integrum, même si la zone, et ça c'est sûr, restera fragile toujours. Si vous avez une blessure, un choc, un traumatisme, une chirurgie sur une zone qui a été irradiée même des années avant, vous allez garder des difficultés à cicatriser sur cette zone. Et nous, vous voyez, moi je suis dans une unité de plaies et cicatrisation, et c'est vrai qu'on voit des personnes arriver qui ont eu des nouvelles chirurgies ou tout simplement une plaie sur une zone anciennement traitée et qui ne comprennent pas pourquoi ça a du mal à cicatriser. Souvent j'entends, mais d'habitude je cicatrise très bien. Oui, mais d'habitude, la blessure, elle n'est pas sur cette zone qui a été traitée par des rayons, même des années avant. Et là, étant donné ce traitement, vous gardez cette fragilité, cette difficulté à cicatriser là où vous avez été traité. Donc, c'est pourquoi je dis ça à la fin, parce que c'est important que cette zone traitée, après, il faut en prendre soin, il faut la protéger, la préserver, continuer ces mesures de prévention et d'hydratation bien longtemps, ne serait-ce que pour prévenir tout simplement les petits désagréments de la vie qui quelquefois font que vous avez une plaie et quand elle ne cicatrise pas, c'est vraiment pas amusant. Voilà, donc c'était les messages principaux que je voulais vous faire passer, et après bien sûr je suis disponible pour toutes vos questions. Alors justement, des questions, il y en a beaucoup. Alors, je vous propose avec Oriane, on va vous poser donc Isabelle des questions qui viennent donc des patientes et patients qui sont là avec nous aujourd'hui, et puis qui rentrent aussi en résonance avec les questions qu'on peut avoir sur nos réseaux, Mon Réseau Cancer. Alors, une première question assez concrète du quotidien. Il y a beaucoup de patientes qui se disent, bon voilà, j'ai bientôt fini mes rayons. Au bout de combien de temps je peux retourner me baigner à la piscine, éventuellement prendre un bain de mer? Est-ce que d'ailleurs je peux faire de la piscine pendant mes traitements de radiothérapie ou un bain de mer ou pas du tout? Alors, il n'y a pas de problème. Même si vous avez un érythème, vous restez étanche. Là où on va mettre une limite, c'est quand il y a une plaie, en sachant qu'on a aussi des solutions, mais s'il n'y a pas de plaie franche, il n'y a aucun problème. Nous, notre problème, ce n'est pas l'eau, c'est le soleil. Voilà. Donc, il va falloir prendre dans ce cas-là des maillots de bain et voir se baigner avec un t-shirt si c'est l'été et qu'il fait beau et vous habitez près de la mer. Ce qu'on conseille aussi toujours aux patients, c'est après un bain de mer
comme de piscine, de se laver à l'eau claire. Voilà. Mais il y a aucun souci, et puis c'est à la rigueur, enfin, c'est toujours ce qu'on explique aux patients, c'est que c'est important d'avoir un équilibre, d'avoir le moral et d'être bien. Et ça, je l'ai dit aussi, la peau, elle va réagir aux difficultés, au stress, à tout ça. Donc, si aller nager, ça vous fait du bien, il faut aller nager. Alors, ça fait un peu le pendant, je complète par une autre question. Peut-être que vous avez déjà répondu en disant qu'on restait étanche. Y a-t-il un délai que vous conseillez par rapport aux cures thermales? Non, alors je pense qu'en plus, les cures thermales, normalement, c'est vraiment des professionnels qui connaissent bien la peau et bien leurs limites. Donc, il y a aucun souci. Là, vraiment, là où on va mettre quelquefois des délais, c'est quand on a vraiment une plaie. Voilà. C'est pas le plus fréquent. Et dans ce cas, on en discute quand on s'occupe de la personne. Et je vous l'ai dit, souvent, c'est quand il y a des associations radio-chino où tout ça ne passe pas inaperçu et ce n'est pas forcément le moment où on va en cure thermale. Après, les partenaires qui proposent des cures thermales connaissent bien justement la peau et les limites et vont faire attention à ça. Alors, bien sûr, il faut signaler qu'on sort de traitement. Donc, plaie et soleil, c'est vraiment les choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se baigner, rien faire avec une plaie. On a même des pansements étanches, on a plein de choses, mais c'est vraiment au cas par cas. Alors, une autre question aussi, finalement, les séances de radiothérapie, en tout cas pour la plupart des protocoles aujourd'hui, c'est quand même de nombreuses séances. Du coup, notamment pour, par exemple, la prise en charge des cancers du sein, on peut avoir des prescriptions de séances de kinésithérapie. Donc, grosse question, j'ai eu ma chirurgie, j'ai ma kiné. Est-ce qu'on peut faire des massages de cicatrices, faire des massages de kiné pendant la radiothérapie, ou en fait, il faut interrompre ces rendez-vous-là ou par rapport au traitement de radiothérapie? Alors, quand la cicatrice est sur le champ d'irradiation, c'est le plus souvent le cas, mais pas toujours, on peut avoir une symétrisation de l'autre côté, par exemple, au niveau des seins. Continuer les massages sur la zone qui n'est pas irradiée, très bien, et au contraire. Par contre, sur les zones irradiées, on va éviter parce qu'au fond, c'est le geste du massage qui risque d'abîmer la peau. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de tout ce qui est frottement. La peau, à ce moment-là, elle est extrêmement, extrêmement fragile. Et donc, un massage de cicatrice un petit peu appuyé, associé à des mouvements un peu trop forts, peuvent abîmer la peau. Voilà. Donc, alors, et on avait dans les premières semaines, honnêtement, vous êtes à peu près tranquille. Vraiment, les radiodermites dans le sein, c'est quand on arrive vers 30 degrés, pas 30 degrés, 32 degrés. Donc, vous voyez, vous êtes déjà près de la 4e semaine. Alors, il y a beaucoup de questions sur le diaporama. Vous avez donné énormément de questions très pratiques et les gens n'ont pas eu forcément le temps de noter. Donc, je rappelle qu'il va y avoir un replay sur le site de Patients en réseau. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces informations. J'ai vu aussi quelques questions très spécifiques sur des indications médicales. Donc, nous vous rappelons qu'il y a une webconférence qui est prévue sur cette indication et par indication aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, inscrivez-vous et on pourra poser des questions aux médecins concernés. Voilà. Alors, après, moi, j'avais des questions par rapport… Alors, on a bien compris, éviter tout ce qui peut agresser la peau, les parfums, tout ce qui n'est pas pH neutre, etc. Vous avez parlé aussi de la transpiration qui peut être un problème avec notamment certaines compresses à mettre ou des compresses même remboursées. Quid des déodorants? Alors,
Là encore, la plupart des déodorants, au fond, vont être parfumés. Voilà. Alors, il y a certains patients qui utilisent la pierre d'Alain, vous savez, ce qui est le plus basique, pour ne pas transpirer. Le plus souvent, c'est vrai que les déodorants sont déconseillés. Donc, il faut aller vraiment, si vous avez vraiment un problème de transpiration, et si vous voulez vraiment mettre un déodorant, allez plus en effet vers la pierre d'Alain, où maintenant ils font des produits dérivés qui sont assez plus confortables que la pierre d'Alain. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on va être dans une situation où on va vous demander de faire très attention à votre hygiène, vous repassez un coup d'eau si vous avez transpiré ou autre. Honnêtement, et j'aime pas du tout l'odeur de transpiration de vous à moi pour être tout à fait transparente, mais j'ai jamais été gênée par les odeurs des patientes qui font très attention, hein, puisque là on parle de la radiothérapie du sein, hein, c'est là où on va leur demander de ne pas mettre de déodorant, parce que si vous avez une radiothérapie au part, au cou, au périnée ou à la jambe, vous pouvez mettre du déodorant, hein, soyons clairs. Donc là, on parle des cancers du sein. C'est vrai que tout le monde essaye de faire attention et joue bien le jeu. Et honnêtement, moi, j'ai jamais eu une patiente qui sentait la transpiration. Alors, on a une question assez précise, justement, de radiodermie qui pourrait se mettre finalement dans le dos à la suite d'un traitement de radiothérapie du cancer du sein. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse avoir éventuellement quelque chose dans le dos qui apparaisse? Je ne vais pas demander à Philippe Giraud demain. Je suis un peu... peut-être une technique qui on vous posera la question. Mais demander à Philippe Giraud. On se connaît bien, on a beaucoup travaillé ensemble. Hein, donc, en tout cas, moi, si j'avais quelqu'un qui arrivait en me disant c'est une radiodermite, voilà, j'appellerais Philippe pour qu'il m'explique ce qu'il a fait comme traitement. Très bien. Alors, juste parce qu'on a aussi des questions d'ordre, on a vu beaucoup de choses sur les crèmes, les soins, sur la peau finalement, notamment du torse. Mais quand on a une radiothérapie, donc plutôt au niveau du rectum, au niveau du vagin, enfin, au niveau du col, donc là, on va être dans l'intimité, dans des muqueuses. Vous avez dit la fragilité aussi de ces zones plus humides. Donc là, les équipes peuvent donner des conseils aussi, en dehors de se laver avec des produits, des crèmes, des émollients adaptés à ces zones. Parce qu'on en parle assez peu. Et les patients je suis quelquefois désolée parce que quelquefois les patients, alors à un tel point que nous, on a dit aux radiothérapeutes, adressez-nous directement les patients. Ne leur dites pas si vous avez un souci, vous pouvez aller voir, parce que trop souvent, les patients ou patientes n'osent pas parce que c'est des zones plus intimes. Mais nous, on est soignants. Donc, moi, mon boulot, plus c'est fragile, plus c'est mon job d'être là. Hein, et ça ne nous gêne pas. Mais il faut en discuter. Alors, il y a peu de crème, mais on va surtout insister sur le nettoyage et le séchage. Et nous, on aime bien le faire nous-mêmes de temps en temps parce que c'est pas facile pour un patient. Surtout au départ encore, ça va, mais après, ça dépend de son âge. Je veux dire, si on a 80 ans, c'est pas toujours facile. Si on a quelques kilos en trop, si on a mal aux hanches, ben, c'est pas facile de se faire une petite toilette minutieuse à cet endroit-là et se sécher. Et dans ce cas-là, les soignants, ils sont là pour ça, quoi. Et il faut vraiment pas hésiter. Ça, c'est un premier gros message parce qu'on voit toujours beaucoup trop d'hésitation pour des histoires d'intimité. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, pas pour faire des soins des périnées, mais pour être auprès des patients dans leur intimité et leur fragilité. Donc, un soignant, c'est toujours là pour ça. Et après, au cas par cas, on peut adapter des choses pour que ça soit plus supportable, parce que c'est des localisations qui sont vraiment difficiles. Là, c'est pas le lieu, et vous ne pourrez pas les acheter en pharmacie, mais vous voyez, nous, on fait une préparation officinale de gel de morphine, par exemple,
ce qui permet de ne pas faire passer la morphine dans la circulation générale, mais de soulager localement, parce que évidemment, vous imaginez bien, au niveau de la vulve, par exemple, qu'on peut avoir mal quand on urine et que tout ça est extrêmement désagréable et qu'il ne faut surtout pas se retenir de boire pour ne pas uriner parce que là, ça va causer d'autres problèmes. Donc, tout ça est très important et vraiment, vraiment, il faut tirer la manche des soignants. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Alors, en parlant des soignants, belle transition. J'espère que je vais me faire... j'ai bien compris toutes les questions. Beaucoup de gens nous ont évoqué des effets secondaires qui arrivaient à distance de la radiothérapie à long terme et qui évoquaient justement des consultations de traitement de ces effets secondaires à distance. Est-ce qu'il y a des équipes justement qui se chargent de ça, vers qui on se tourne lorsqu'à distance de sa radiothérapie, on a des effets secondaires? Laure, tu peux compléter parce que j'ai vu que tu votais pour. Alors, ça m'intéresse. Alors, au fond, c'est compliqué parce que les effets, ce qu'on appelle les effets tardifs, il y a différentes sortes. Soit il y a des effets tardifs quelques mois après, et dans ce cas-là, il faut aller revoir son radiothérapeute. Généralement, on est toujours en surveillance. Donc, vous allez toujours rester avec votre équipe qui vous suit et qui va vous orienter. Hein. Soit, il y a des lésions qu'on voit arriver 20 ans, 30 ans après la radiothérapie. Ça s'appelle les radionécroses. On en voit encore et on va le voir. Surtout, vous imaginez bien que les personnes qui ont été irradiées avant les années 90, parce que c'est beaucoup des personnes qui ont été irradiées au cobalt, ont pour la plupart un certain âge, mais pas toutes, parce que si les personnes ont été traitées dans l'enfance, c'est des adultes actuellement. Donc, nous, vraiment, on a une consultation de référence avec des gens qu'on voit de partout, pas seulement l'Institut Curie, sur ces effets très particuliers qui vont peu à peu disparaître, puisqu'on ne fait plus ce type d'irradiation. Donc, on les reçoit en consultation pour les cicatrisations à l'Institut Curie. Et on a toute une équipe qui gravite autour, c'est-à-dire que si les solutions sont chirurgicales, on a un chirurgien référent là-dessus. Enfin, voilà, c'est des plaies qu'on suit beaucoup avec beaucoup de patients qu'on suit quelquefois sur un long terme, puisque c'est des séquelles assez difficiles à traiter. Alors, tu veux poser une dernière question parce qu'après on va... Quelques petites mini-questions, parce qu'en fait, juste pour bien vous redire, on vous donne donc rendez-vous avec d'autres spécialistes, un radiothérapeute, donc pour les cancers gynéco, les cancers colorectaux, les cancers du sein, les cancers du poumon, et aussi sur les radiothérapies des métastases, pour bien comprendre en fait les spécificités de ces prises en charge. Donc surtout, retournez vous inscrire à ces différents prochains rendez-vous, puisqu'on pourra être beaucoup plus précis aussi sur certaines réponses quant à ces parcours de soins. Mais deux petites questions qui sont vraiment de l'ordre de l'accompagnement, je dirais, de la peau et des muqueuses. Est-ce qu'on peut utiliser du talc dans les petits coins pour la transpiration ou au contraire, c'est une très mauvaise idée avec la radiothérapie? Et autre question très précise, qu'est-ce que c'est la différence entre une crème émolliente et une crème relipidante? Est-ce qu'on peut, voilà, comment trouver le bon conseil? Parce que c'est pas faux qu'on nous perd un tout petit peu dans toutes les crèmes et on aurait besoin de fiches très pratiques avec ça oui, ça non, ça oui, ça non. Alors, le talc que vous pouvez en utiliser, le truc à retenir, c'est qu'il faut toujours, quand vous arriviez à votre séance, qu'il n'y ait plus rien sur votre peau. Voilà. Donc, si vous arrivez à mettre votre talc et vous mettez votre talc après votre séance, vous avez eu la séance le matin, vous savez que vous transpirez, vous voulez mettre du talc tout le reste de la journée, et le lendemain matin, avant votre séance, vous prenez une douche et vous arrivez avec une peau saine, sans talc au rayon, il n'y a aucun souci. Ça, c'est le truc à retenir. Il faut arriver avec une peau nickel pour les rayons. Pour ce qui est des crèmes, alors évidemment, et puis là, je n'allais pas citer des marques, hein, ça va de soi. Au fond, ce qu'il faut, c'est ne pas être dans l'occlusif. L'occlusif, c'est la vaseline, la colle crème.
Ça laisse des résidus gras et ça va vous embêter. Alors, on peut en mettre le week-end, parce que ça répare bien. Mais là, je fais toujours attention à ce que je dis, parce qu'il faut que ça soit bien compris. Moi, il y a des patients, le vendredi soir, je vais voir qui récupèrent. Et alors, par exemple, s'il y a un pont avec un jour férié, on a 3 jours devant nous, là, on va leur mettre des pansements gras et de la vaseline, mais en leur disant d'arrêter 24 heures après le début des rayons. Comme ça, ils ont le temps de prendre 2 ou 3 douches et d'arriver peau saine au rayon. C'est toujours ça le nœud, quoi, la clé. Les crèmes épidémiantes, ou voilà, ça reste de l'émollient. Alors, il y a 2 grandes catégories. Vous avez les laits et les crèmes. Dans les laits, vous allez avoir plus de dilution, donc moins de substances qui vont vous faire du bien et qui vont justement réassouplir votre peau. Le plus simple, c'est si vous allez en pharmacie, demandez, dites « je veux un émollient », le pharmacien il sait bien, profitez des promos des grandes marques. Il y a les grandes marques, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez toutes. Tout le monde a des émollients de bonne qualité. Ben, choisissez ça avec la promo du moment à votre pharmacie, puisque de toute manière, vous allez vous en appliquer pendant longtemps si vous êtes en cours de traitement. Donc, profitez des grosses promos et allez-y. Voilà. De toute manière, là, si j'ai bien compris, vous allez entendre plein de radiothérapeutes. Je connais la plupart d'entre eux. Moi, ma fonction, c'est vraiment le soin. Donc, si vous avez d'autres questions ou des poules de questions, ben, je pense que Laure ou Oriane peuvent tout à fait me les transmettre. Si vous avez vraiment un problème de plaies consécutif, nous on s'occupe de toutes les plaies liées au cancer. C'est la spécialité de l'unité. On est assez facile à trouver à l'Institut Curie, donc vous n'hésitez pas. Et voilà, mais on peut tout à fait par Oriane et Laure continuer la discussion ou répondre à un pool de questions s'il y en a qui arrivent après ce débat. Écoutez, merci infiniment, Madame Fromentin, pour déjà, c'était extrêmement pratique et c'est toujours utile pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, merci infiniment.